Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format court saveur old fashion. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une citation. Je ressens une grande tristesse. Pour moi, c'était un génie pour son idée. Il fut le plus grand séducteur du football argentin. L'écouter était une leçon. Cesare avant tout, l'esprit, l'éducation, l'intelligence. Il a fait poésie ses mots et a toujours été fidèle à ses convictions. Le style n'est pas négociable, disait-il toujours. La dernière fois que j'ai visité Buenos Aires, en mars 2018, nous avons eu un autre dîner merveilleux, long et amusant, avec toutes les nuances du football qui me passionnent. Je voulais juste l'entendre. Rares sont ceux qui vous donnent tellement dans la vie qu'ils ne vous quittent jamais. Et ouais, merci Alex. Ces mots sont ceux de Pep Guardiola. En ce début mai, le football vient probablement de perdre son plus grand romantique. Véritable esthète du jeu, Menotti aura entièrement dédié sa vie au ballon rond jusqu'à sa mort, occupant toujours, à 85 ans, le poste de directeur des sélections nationales argentines pour lequel il avait été nommé en janvier 2019, à près de 80 ans. Preuve s'il en est que l'Argentine ne peut se défaire de l'héritage d'El Flaco et de son influence qu'il aura jusqu'au bout exercée, poussant l'AFA, la Fédération argentine, à conserver un certain Scaloni qui conduira l'Argentine au Sacre mondial 2022 au Qatar, un an après sa victoire en Copa América 2021. Ouais, merci Florian de m'avoir permis de lancer cette petite citation et vous l'avez tous reconnu, notre Florian Lisca national qui va nous parler de Menotti. Et pour revenir un peu à ta chronique, avant de devenir l'influenceur et le grand architecte du foot argentin, c'est quoi son parcours à Menotti ? Menotti, il a démarré sa carrière de footballeur par la force des choses d'une certaine manière dans sa ville de Rosario, sa ville natale, qui est un peu la capitale officieuse du foot argentin, de Messi à Bielsa en passant par Di Maria. Il a commencé le foot au décès de son père, alors qu'il n'a que 16 ans. Menotti voit dans le football un moyen de ramener de l'argent pour sa mère et lui en tant que fils unique. C'est alors tout logiquement qu'il va se tourner vers le club de Rosario Central, celui que son paternel, influent cadre péroniste, supportait alors. Menotti fait donc ses débuts en 1960 avec Los Canallas, les Canailles, le surnom du club de Rosario Central, avant de porter les couleurs de Racing, puis de Boca, et de découvrir modestement à 2 reprises la sélection argentine, avant de s'expatrier au Brésil le temps de l'année 68, jouant notamment aux côtés du roi Pelé à Santos. Ouais, et c'est à ce moment-là, du coup, au Brésil, qu'il va confirmer ses ambitions de coach, largement inspiré par la Seleção flamboyante offensive de Pelé, Gerson, Jairzinho, Rivellino et Tostão, vainqueurs de la Coupe du Monde 70. Exactement, et cette carrière d'entraîneur, il va la débuter étrangement chez le rival de son club d'enfance à Rosario, l'autre club, Newell's Old Boys, l'autre club donc de Rosario. Ouais, ce qui est pas si délirant en fait, si on enlève Messi de la liste, la plupart des Argentins ont souvent un club très fort du début qui est pas forcément leur ville natale. Et paradoxalement, c'est à Buenos Aires qu'il va réellement lancer sa carrière, non ? Ouais, dans l'ombre de ses voisins, les 5 grands du football argentin que sont évidemment River, Boca, Independiente San Lorenzo et Racing, lui à 33 ans, il prend les rênes d'Huracan, succédant à Osvaldo Zubeldia et son adjoint, un certain déjà Carlos Bilardo. Un globo qu'il conduit au sommet, permettant au club de remporter son seul et unique titre de champion de son histoire en 1973 après 31 journées sur 33 passées comme leader. Mais surtout, El Flaco impressionne, avec son 4-3-3 offensif, fait de mouvements et de redoublements de passes dans un foot argentin alors très rugueux, qui sort notamment de la domination d'Estudiantes, entraîné là encore à la fin des années 60, par Osvaldo Zubeldia donc, et dont le relais sur le terrain était encore une fois le capitaine Carlos Bilardo. Un titre surprise donc avec Huracan et une qualité de jeu qui lui ouvre les portes de la sélection argentine un an plus tard, suite à l'échec de l'Albiceleste au Mondial 74. Ouais, donc si je résume, on a eu des prémices en championnat au Brésil et dans le championnat argentin, mais c'est vraiment avec la sélection qui va écrire sa légende. Ouais, et pourtant, à peine 2 ans après sa prise de fonction, sur le banc argentin en 1976, Menotti aurait pu plier bagage, proposant au président de la fédération, Alfredo Francisco Cantillo,
Sa démission suite au coup d'État et à l'arrivée des militaires au pouvoir en 1976 donc. Le tout avant de se laisser convaincre par ce dernier qu'il protégera des pressions du pouvoir autant que par le Parti communiste dont il est un adhérent et qu'il le voit comme un contre-pouvoir populaire pour rester en poste. Et c'est avec un communiste, fils de péroniste sur son banc, que l'Albi Céleste va donc décrocher sa première étoile à domicile en 1978, sous les yeux d'un général Videla à la fois ulcéré par cette vision, mais qui lui permit toutefois de parader face à des dizaines de milliers d'Argentins au plus fort de la répression, tout en détournant le temps d'une compétition l'attention des Argentins sur le foot autant que les regards du reste du globe. Une Coupe du Monde singulière pour un groupe talentueux et joueurs mené par Kempes, le capitaine Passarella et Ardiles, et surtout magnifié par un Menotti qui se permet même de se passer d'un tout jeune Diego Armando Maradona, prodige de 17 ans à peine, qu'il a pourtant lancé chez les A à seulement 16 ans et 4 mois, un an plus tôt, et qui gardera en lui la rancœur et la rancune de cette blessure envers son coach, malgré le titre de champion du monde U20 qu'ils décrocheront ensemble quelques mois plus tard en 1979. Ouais, c'est très intéressant le petit crochet politique que tu fais parce que même si Menotti a, dans un sens, diverti le peuple et permis aux dictateurs de l'époque de se jeter des fleurs, il avait, je crois, bien protégé son équipe de la junte militaire pour que les joueurs se préparent au mieux pour cette Coupe du Monde. Et pour revenir à Maradona, c'est une rancœur qui est tellement forte, si je dis pas de bêtises, qu'il finit un temps par se ranger dans l'opposant de style dans le camp de Bilardo. Ouais, exactement. Ça joue beaucoup sur le côté très particulier et le goût très particulier de ce premier sacre donc face aux Pays-Bas de la sélection argentine, ce côté l'absence de Maradona et puis tout ce contexte politique. Faut savoir que Menotti est un peu dans une sorte de rôle de résistant victorieux et il va même ironiser sur son sort en cas de défaite, s'il y avait eu défaite en finale, remerciant des années plus tard le grand absent de cette Coupe du Monde, Johan Cruyff, qui n'avait pas fait le déplacement en Argentine avec les Pays-Bas, pourtant finaliste, en déclarant à Johan Cruyff: Flaco, tu m'as sauvé la vie. Mais c'est aussi, l'anecdote est assez folle, mais énorme. c'est aussi un goût ultra particulier pour un collectif argentin qui va être coupé d'un peuple qui vit alors probablement les pires heures de la répression, autant que des responsables de la junte militaire qui sont interdites par la fédération et Menotti lui-même de visite au camp d'entraînement. Une bulle ultra protectrice tant qu'elle laissera des années plus tard une amertume indélébile chez certains joueurs déconnectés par leur sélectionneur et leur fédération de la souffrance de leur nation. Le tout malgré les messages subliminaux envoyés par Menotti durant ce Mondial 78, non-acceptation des généraux de la dictature donc, invitation de chanteurs et artistes gauches auprès de la sélection au nez à la barbe de la junte, ou encore avec les bandes noires accrochées au pied des poteaux du Monumental pendant cette Coupe du Monde et notamment cette finale par les jardiniers du stade en soutien aux victimes de la dictature. Ouais, l'histoire, même si on comprend que c'est dur pour les joueurs, après il y a toujours cet effet bulle dans les Coupes du Monde, mais il y a rarement de dictature de l'autre côté. On comprend que les joueurs aient l'impression d'être un peu passés à côté de l'histoire, alors que c'est eux qui l'ont écrite pourtant. Ouais, et puis même Menotti, lui, en tant que cadre communiste, était parfaitement au courant de ce qu'il se passait et de la répression, et il le disait, il voulait protéger ses joueurs de ça. Pour autant, même lui, il n'avait pas connaissance de l'ampleur, notamment des vols de la mort où on jetait les opposants politiques dans le Rio de la Plata. La suite de sa carrière comme coach, si tu veux bien, jusqu'en 2007 sera bien moins grandiose quand même. Hein. Ouais, après ce sacre en 78, il continue avec la sélection argentine alors qu'il est un temps proche de signer au Barça où il veut déjà emmener un certain Maradona. En 79, il va prolonger, il va finalement être tristement et piteusement éliminé du Mondial 82 en Espagne au cours d'une compétition où Maradona, 21 et cette fois-ci présent évidemment et grande star de l'effectif, va subir les tacles assassins de ses adversaires un peu comme Pelé quelques décennies plus tôt. Ouais, petite pause Flo, on peut juste conseiller aux gens qui disent que le foot est parfois brutal de regarder le foot dans les années 80 et voir ce qu'il faut faire pour que l'arbitre sorte un carton jaune. Je vous garantis que Maradona, s'il peut encore marcher avec ses deux jambes aujourd'hui, c'est proche du miracle. Hein. Exactement, et notamment dans des pays qui pourtant sont aujourd'hui connus pour leur jeu léché et technique, comme l'Argentine ou l'Espagne dans ces années-là. Tout à fait. Mais donc pour en revenir à ça, il va donc à la suite de cet échec en 82 laisser sa place à son successeur, évidemment Carlos Bilardo, avant de filer en Europe, retrouver Maradona au Barça tout d'abord où il décrochera ses derniers trophées, un championnat et une Copa del Rey comme entraîneur, avant de filer une nouvelle fois sur les bancs de l'Atlético Madrid un peu plus loin en Espagne, puis de la Sampdoria, avant de revenir en Amérique du Sud, en Uruguay du côté de Peñarol, à Boca en Argentine, mais aussi au Mexique. Son départ de la sélection, ça marque un coup d'arrêt dans sa carrière au niveau des titres. Il y a l'histoire qui s'écrit pour de vrai cette fois et que personne n'oubliera jamais. C'est la plus grande opposition du foot argentin
presque une opposition philosophique qui guide encore tous les débats d'aujourd'hui. Exactement, cette opposition, c'est celle entre lui, Cesare Luis Menotti et Carlos Bilardo. Une opposition à la fois sportive, philosophique et politique entre foot de gauche et foot de droite, comme aimait le dire Menotti. Entre une vision romantique d'un jeu offensif et libre, celui de Menotti donc, et le 3-5-2 rugueux, pragmatique de Bilardo, tourné autour d'un Maradona au sommet de son art en sélection, qui conduira l'Argentine à un second sacre mondial en 86, puis à une 12e finale d'affilée 4 ans plus tard en Italie. Deux écoles irréconciliables entre ménotistes et bilardistes, largement alimentées par la presse nationale et ses figures, entre le journal Clarín, pro-Menotti, et la voix du foot argentin, l'Uruguayen Víctor Hugo Morales, pro-Bilardo, qui ira jusqu'à provoquer Menotti dans sa mythique tirade sur le but légendaire de Maradona face à l'Angleterre à Mexico, comparant le numéro 10, El Pibe de Oro, à un cerf-volant cosmique, en référence à une phrase de Menotti quelques semaines plus tôt, déclarant que le Pibe de Oro était un cerf-volant dans l'équipe de Bilardo. Entre ces 8 années, c'est un sacre plus qu'un gouffre qui sépare les deux sélections vainqueurs. Quel héritage du coup il reste aujourd'hui de tout ça ? Au-delà de cette fracture dans la société argentine, c'est celle d'un héros romantique pour Menotti qui aura donc influencé l'Argentine jusqu'à son dernier souffle et donc jusqu'à la victoire de 2022. Mais aussi celle de deux visions du foot qui, malgré le décès de Menotti et la maladie de Bilardo ces dernières années, continuent de diffuser dans le foot argentin et mondial, entre disciples du jeu de Menotti comme Bielsa en Argentine, mais également natif de Rosario, ou surtout Guardiola qui a rendu visite donc à plusieurs reprises au Flaco en Argentine, et aux héritiers du bilardisme, comme Simeone, lui aussi argentin, Mourinho ou Deschamps. Merci infiniment Flo, j'ai grave kiffé ce format court. Je vous laisserai avec cette question. Est-ce que les billardistes se revendiquent tels quels ? J'entends par là, à part Simeone qui revendique son jeu défensif, est-ce que Mourinho ou Deschamps prennent pas ça comme une insulte alors que du côté de Bielsa et de Guardiola, on assume plus volontiers d'être ménotiste. C'est toute la question aussi philosophique qui se posait à travers cette opposition, à savoir assumer de bétonner, quitte à être moche, mais de viser la victoire. Alors vous êtes qui ? Est-ce que vous êtes mélotiste ? Est-ce que vous êtes billardiste ? Je vous laisse assumer et répondre à cette petite question dans votre tête.